5h12 du matin. Un vent marin caresse les toits de tôle, chargé d'une humidité collante qui s'infiltre jusque dans les draps. La ville sommeille encore, mais l'aube commence à se glisser sous les rideaux. Les premières lueurs percent à peine, que déjà l'hibiscus rouge planté devant la maison de Mamouna semble pleurer une rosée lourde, presque trop rouge, comme tachée d'un chagrin ancien. Mamouna Sen, 26 ans, se tient debout dans sa chambre, immobile, silencieuse. Le visage à moitié éclairé par le néon fatigué de la pièce. Elle n'a pas dormi, pas depuis 3 nuits. Quelque chose en elle est suspendu, comme une respiration qu'on retient trop longtemps. Elle a le pressentiment de celles qui savent, de celles qu'on n'arrive pas à tromper, même dans le silence. Sur la commode, une photo usée. Elle et Eliman, souriant, complices, devant le phare des mamelles. Une époque où l'amour semblait solide, simple, infini. Elle pose doucement la photo face contre bois. Aujourd'hui, même ce souvenir lui fait mal. Cela fait 3 jours qu'il n'est pas rentré. 3 jours sans appel, sans message, sans excuse. Juste une disparition enveloppée dans le mot vague qu'il avait lâché au téléphone. Je vais à Sali, juste 2 jours, un petit dossier à régler. Mais Mamouna connaît ce ton, trop doux, trop préparé. Elle tourne la clé du tiroir bas de son armoire, en sort une enveloppe, froissée, griffonnée, une lettre non envoyée. Elle la relit en silence, une énième fois. « Eliman, je sens que tu me glisses entre les doigts. Je sens que tu mens, mais je n'arrive pas à te haïr. Je voudrais juste comprendre pourquoi. Pourquoi me trahir alors que je t'ai tout donné ?» Elle la replie avec lenteur, l'arrange, referme le tiroir, le verrouille. À l'extérieur, le quartier de Wakam commence à s'agiter. Les balayeuses frottent les trottoirs en marmonnant des prières. Les enfants en uniforme courent derrière les cars rapides. Les vendeuses de beignets installent leurs bassines fumantes sous les auvents encore endormis. Tout paraît normal. Mais dans les yeux de Mamouna, le monde a déjà basculé. Elle traverse la ruelle, drapée dans un grand boubou blanc, les épaules droites. Elle marche, mais elle flotte presque, comme si elle avançait dans un rêve qu'elle n'a pas choisi. Et puis soudain, une voix familière la tire de ses pensées. « Mamouna, Wakulnga !» C'est Oumou, la voisine, les bras chargés de pain. « T'as entendu ? Eliman était vue à Pointe-Noire avant-hier, avec une toubab. Une vraie, pas une lébou Dakar. Hein. » Mamouna force un sourire. Les gens voient toujours tout sauf la vérité, mais dans son ventre, un nœud se serre. Un autre. Encore. Elle décide de changer de chemin, d'éviter le marché. Trop de regards, trop de bouches. En passant par la petite ruelle qui longe la mosquée, elle croise un vendeur ambulant, un jeune qu'elle a déjà aidé une fois. Il l'interpelle avec respect. « Yo, Mamouna, attends. Ce sac, il est à toi, non ? Tu l'avais oublié l'autre fois. Je l'ai gardé. » Il tend une petite pochette de cuir, elle ne s'en souvient pas, mais elle la prend par politesse. En rentrant chez elle, poussée par une curiosité presque inquiète, elle ouvre la pochette. À l'intérieur, une clé USB noire, toute simple. Mais dessus un mot écrit au feutre rouge, « Hibiscus à vie ». Son cœur s'arrête. Ce mot « hibiscus », c'était leur mot, leur surnom secret. Celui qu'il murmurait à son oreille quand il faisait l'amour. Celui qu'il écrivait dans les marges de ses lettres d'amour, à l'époque où il en écrivait encore. Elle reste là, debout, les jambes en coton. Un frisson lui traverse la nuque, ses doigts tremblent. Elle sait, au fond d'elle, que cette clé contient une vérité qu'elle n'est peut-être pas prête à entendre. Mais trop de silence a déjà été avalé. Demain, elle ira voir ce qu'elle cache. La pluie tombe sans bruit, pas de tonnerre, pas d'éclair, juste cette pluie fine, sournoise, comme un murmure du ciel qui refuse d'oublier. Mamouna est assise seule sur le lit défait. Le monde autour d'elle semble s'être ralenti, comme si le temps attendait que quelque chose bascule. Dans sa main, toujours cette clé USB, noire, froide, insignifiante. Et pourtant, elle lui pèse comme un cercueil miniature. Autour d'elle, la pièce est calme, trop calme. On n'entend même plus les klaxons dehors, juste le battement de son cœur, profond, irrégulier, traître. Elle se lève, lentement. Ses jambes tremblent légèrement. Son souffle est court, mais elle avance. Devant elle, un vieux ordinateur portable récupéré de l'atelier informatique de l'école où elle donne parfois des cours d'alphabétisation. Elle l'allume. Il vibre doucement, comme s'il sentait aussi que ce moment n'est pas banal. L'écran s'illumine. Un bureau vide, un dossier, lecteur USB détecté. Elle clique. Un seul fichier. Hibiscus Pavie. Pas de mot de passe, pas de piège. Juste une vidéo.
Elle hésite, quelques secondes seulement, puis elle appuie sur lecture. L'image est floue au début, un tremblement de main, une caméra cachée, un salon moderne, des coussins en cuir, des rires, des verres de vin, et puis, il apparaît. Eliman, assis, souriant, vêtu d'une chemise blanche qu'elle lui a offerte, mais ce n'est pas son sourire habituel, c'est un sourire qu'elle ne reconnaît pas, un sourire d'homme en double vie. À ses côtés, une femme, jeune, blonde, une étrangère. Elle s'approche de lui, l'embrasse sur la bouche, longuement. Mamouna recule instinctivement comme si elle venait de recevoir une gifle, mais elle regarde. Elle doit regarder. Les minutes passent. La vidéo continue. Des murmures, des caresses, des promesses. Et puis, une phrase. « Ne t'inquiète pas, Mamouna ne saura jamais. Elle croit encore que je suis assalie. » Elle se lève brutalement. Le fauteuil grince, tombe. Le choc sur le sol semble réveiller tout le quartier. Elle suffoque. Elle aurait préféré qu'il soit mort. Elle aurait préféré une disparition, un accident, une arrestation. N'importe quoi, sauf ça. La pluie s'intensifie. Dakar devient flou à travers la fenêtre. Mamouna tombe à genoux. Les larmes ne viennent pas encore. Pas parce qu'elle est forte, mais parce que la douleur est trop lourde, trop vive. Elle ne coule pas, elle étouffe. Une rage froide monte en elle. Mais sous cette rage, quelque chose d'encore plus dangereux. Une faim de vérité. Une soif de comprendre. Pourquoi cette vidéo? Qui l'a filmée? Et surtout, pourquoi elle l'a reçue? Elle se relève en silence, essuie ses mains sur son pagne, regarde de nouveau la clé USB. Quelqu'un veut que je sache. Quelqu'un m'a ouvert la première porte, alors j'irai jusqu'au bout. Ce jour-là, Mamouna ne se regarde plus dans le miroir de la même façon. Quelque chose est mort, mais autre chose est en train de naître. Pas la vengeance, pas encore. Juste le besoin de lumière dans cette nuit qu'on lui a imposée. Le lendemain, Dakar se réveille sous un ciel d'acier. Pas un oiseau, pas un rire, juste le grondement lointain des bus, les pneus râpeux sur l'asphalte mouillé et les cris secs des marchands de poissons. Tout semble plus gris, plus lourd. Mamouna, elle, ne dort plus. Elle ne pleure plus non plus. Quelque chose en elle a changé. Comme si la douleur avait pondu une bête nouvelle dans sa poitrine. Une bête silencieuse, organisée, féroce. Et cette bête veut des réponses. 9h17. Elle prend un taxi clando jusqu'au centre-ville. Elle ne dit rien au chauffeur, sauf l'adresse, avenue Pasteur, immeuble Sangha Logic. C'est là que travaille Domba, un vieil ami. Informaticien, ancien camarade de fac, le genre discret, fidèle, effacé. Il lui doit un service depuis des années et Mamouna sait que c'est le seul à qui elle peut confier la vidéo sans risquer une rumeur dans le quartier. Dans le hall, elle hésite. Elle tient la clé USB dans sa poche comme une grenade sans goupille. Chaque pas jusqu'au bureau de Demba résonne comme une détonation dans ses oreilles. « Mamouna » fait-il, surpris mais heureux. Il sourit, comme s'il ne voyait pas les cernes sombres sous ses yeux. Elle le regarde sans un mot, puis tend la clé. « Je veux savoir qui a filmé cette vidéo, qui l'a envoyée, d'où ça vient. Je veux tout. » Demba pâlit un peu. Il comprend vite. Il hoche la tête. « Tu me laisses 2 heures. Tu veux rester ici ou... » « Je vais marcher. » Elle sort. Elle traverse les rues sans les voir. Elle n'a plus peur. À vrai dire, la peur a été remplacée par une obsession. Une voix dans sa tête murmure « S'ils ont voulu que tu vois ça, c'est qu'ils te préparent à pire. » Et cette voix ne ment pas. Retour chez Demba. Il a tiré les rideaux plus beau. Il parle plus bas. C'est pas une simple vidéo. Le fichier est modifié plusieurs fois. On dirait une compilation. Et regarde ça. Il montre une capture d'écran, un reflet dans une vitre pendant la scène. Flou mais net pour un œil attentif. Une silhouette. Quelqu'un qui filmait en cachette. Et ce n'était pas Eliman. J'ai aussi retrouvé la source du fichier. Il a été envoyé depuis une adresse IP enregistrée dans un cyber à Médina. Le fichier a été transféré d'un compte Google anonyme, crypté, protégé par un VPN. Mais l'erreur. Il zoome sur une métadonnée oubliée. C'est un mot enregistré dans les propriétés du fichier. Il tourne l'écran. Un seul mot, écrit comme une signature oubliée dans un coin de page. Yandé Mamouna recule. Elle connaît ce nom. Elle ne l'a pas entendu depuis 6 ans. Une femme qu'elle croyait disparue, une amie d'enfance devenue rivale, une ombre du passé, une brûlure qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. Et soudain, tout prend une autre dimension.
Ce n'est pas juste Eliman, ce n'est pas juste une infidélité, c'est quelqu'un qui veut qu'elle tombe, lentement, doucement, en public. Mamouna referme sa main sur la clé, plus fort. Elle comprend que cette histoire dépasse un simple cœur brisé. Quelqu'un a déclenché une guerre, et elle ne sera plus la fille docile qu'on trahit en secret. Le taxi zigzague entre les rues étroites de Médina. Mamouna regarde par la fenêtre, mais elle ne voit pas Dakar, elle voit ses souvenirs. Elle n'a pas mis les pieds ici depuis 6 ans, depuis le jour où elle et Yandé sont devenues étrangères. 2 adolescentes, 2 promesses de femmes, 2 sœurs de cœur, jusqu'à ce que l'amour, la jalousie et un secret trop lourd les séparent pour toujours. Yandé, la première à qui elle avait parlé d'Eliman, la première à qui elle avait confié ses peurs, la seule qui savait exactement comment la briser. Le taxi s'arrête devant un cybercafé délabré, coincé entre une boutique de crédit téléphonique et une gargote de poissons grillés. L'enseigne pend, cassée, Digital Vision. À l'intérieur, 5 vieux ordinateurs, un ventilateur rouillé, un jeune garçon d'environ 14 ans derrière le comptoir. « C'est toi qui gères ici ?» demande Mamouna, sèche. Le garçon la regarde, méfiant, mais fasciné. Elle impose une aura froide, presque dangereuse. « Je cherche à savoir qui a utilisé ce poste la semaine dernière, pour envoyer une vidéo. Une femme, peut-être grande, peau claire, avec un foulard vert. » Il hésite, puis hoche la tête lentement. Elle est venue plusieurs fois, toujours avec des clés USB. Elle disait que c'était pour un documentaire. Mais moi j'écoute, je regarde. Une fois, j'ai vu un nom sur son mail. Il fouille un carnet, le sort presque en tremblant. Il ouvre une page, montre un mot gribouillé, à l'encre bleue. Elle a laissé un numéro. Mamouna le prend, le note dans son carnet noir, le carnet des décisions, le carnet qu'elle n'ouvrait que pour écrire ce qu'elle ne voulait jamais oublier. Elle glisse un billet dans la main du garçon. « Si elle revient, tu m'appelles. » Il hoche la tête, impressionné. Dehors, le soleil tape fort, mais Mamouna a froid. Elle marche jusqu'à la plage, là où, autrefois, elle et Yandé venaient écrire leurs rêves dans le sable. Elle s'assoit. L'air sent le sel et le mensonge. Elle sort son carnet, ouvre à une page blanche, écrit 3 mots. Yandé. Menteur. Guerre. Son téléphone vibre, numéro inconnu. Elle hésite, puis décroche. Mamouna, elle reste silencieuse. Elle reconnaît cette voix. « Je savais que tu viendrais. J'ai laissé assez de traces pour ça. » Mamouna serre le téléphone contre son oreille. « Pourquoi ?» Un rire doux. Presque triste. « Tu veux comprendre? Alors viens. Demain 19h. Toit du marché Kermel. Seul. » La ligne coupe. Elle reste là figée. Le bruit des vagues s'écrase contre le silence de son cœur. Yandé, ce n'est plus un nom, c'est une énigme à résoudre. Et ce rendez-vous, une trappe ouverte sur quelque chose de beaucoup plus grand. Demain, Mamouna montera sur ce toit et elle ne redescendra plus jamais la même. Dakar, 18h47. Le ciel est d'un gris sale, suspendu entre le jour qui n'en finit pas de mourir et la nuit qui hésite à naître. Les mouettes tournent au-dessus du marché Kermel comme des sentinelles aveugles. Mamouna traverse les étals presque vides. Les commerçants ferment boutique, mais elle ne regarde personne. Dans sa main, le carnet noir. Dans sa poche, un petit couteau pliant, hérité de son père, ancien gendarme. Elle monte les marches rouillées qui mènent au toit. Chaque pas résonne dans sa cage thoracique. 19h03. Yandé est là. Debout, fière, belle comme une cicatrice. Un pagne noir, une blouse verte, des boucles d'oreilles en forme de serpent. Ses yeux brillent comme si elle avait pleuré ou ri. Difficile à dire avec elle. « Je savais que tu viendrais », dit-elle sans bouger. Mamouna reste à distance. Le vent fouette ses mèches. Le silence est lourd. « Pourquoi ?» demande-t-elle. Yandé sourit. Un sourire calme, presque tendre. « Parce que je t'aime toujours, Mamouna. » Pause. « Et parce que je te déteste aussi. » Mamouna ne cille pas. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. « Tu m'as trahi pour Eliman? Tu veux me détruire? C'est ça ton plan ?» Yandé avance d'un pas. « Eliman? Tu crois vraiment que c'est pour lui? Ce type t'a trompé, manipulé, oublié. Moi, je t'ai prévenu. Tu ne m'as pas cru. » Mamouna serre les poings. « Tu l'as filmé, tu as envoyé cette vidéo. » »« Non, je l'ai reçue, comme toi. » Le sol se dérobe un instant sous ses pieds. « Quoi ?» Yandé sort son téléphone, lui montre une vidéo. Une autre. Mamouna s'approche. L'écran s'allume.
C'est elle, Mamouna, filmée chez elle de dos en train d'écrire dans son carnet. La date, il y a 2 jours. Elle recule, terrorisée. Qui nous surveille? Yandé la regarde droit dans les yeux. Je ne sais pas, mais c'est pas moi. Et ce n'est pas toi. On est 2 à être manipulés. Un silence. Long, lourd. Puis Yandé ajoute plus bas. Je crois que tout ça n'a rien à voir avec Eliman. Je crois que c'est lié à ton père. Mamouna blêmit. Mon père est mort, mais pas ses secrets. Un grondement de tonnerre déchire le ciel. Les premières gouttes tombent. Yandé s'approche, prend doucement sa main. Il faut qu'on fouille ensemble. C'est plus une histoire d'amour, c'est une histoire de mémoire et de survie. Pour la première fois depuis des années, Mamouna ne sent plus la haine entre elles. Elle sent quelque chose de plus dangereux, l'alliance du doute et de la douleur. Et elle comprend. L'histoire qu'elle croyait vivre n'était qu'un prologue. Le lendemain, il fait anormalement chaud pour un matin de mai. Le vent est absent. Dakar est étouffante, presque fiévreuse. Mamouna et Yandé sont assises dans un petit salon discret à Liberté 6, un appartement prêté par une cousine de Yandé, rideaux tirés, téléphone éteint, silence pesant. Entre elles, une boîte en bois, fermée à double tour. C'est tout ce qu'il reste de Mustapha Sen, ancien gendarme, père de Mamouna, officiellement mort d'un AVC il y a 12 ans. Mais Yandé, elle, n'a jamais cru à cette version. Et maintenant, Mamouna non plus. Cette boîte, tu l'as eue où ? Demande Mamouna, sans oser la toucher. Dans un vieux garage à Pikine. Un type me l'a vendu il y a 3 ans. Il avait été camarade de ton père. Quand je lui ai dit ton nom, il a paniqué. Il m'a dit « Dis à sa fille de ne jamais chercher, qu'elle enterre ce nom. » Mamouna fronce les sourcils. « Et tu as quand même pris la boîte ?»« Parce que je voulais savoir, parce que j'en avais marre qu'on nous cache la vérité. Et parce que même si tu ne m'aimais plus, je t'aimais toujours assez pour creuser. » Yandé sort une petite clé pendue à son cou. Elle l'attend à Mamouna. « C'est toi qui dois l'ouvrir. » La boîte s'ouvre dans un grincement sec. À l'intérieur, des carnets de mission en cuir usé avec le nom de Mustapha Sen tamponné à l'encre rouge. Une photo en noir et blanc, 3 hommes en uniforme, l'un d'eux entouré d'un cercle au stylo, le père de Mamouna. Et une enveloppe cachetée sur laquelle est écrit à la main « À lire seulement si tu es prête à tout perdre ». Mamouna la fixe, puis l'ouvre. Ses doigts tremblent. « Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué à vous protéger. En 1988, j'ai découvert un réseau clandestin au sein de la gendarmerie, mêlé à des enlèvements et des disparitions de jeunes filles. J'ai essayé de dénoncer, mais ils ont menacé ta mère. Ils m'ont fait taire. Ils m'ont laissé vivre à condition que je me taise. Mais ils continuent, ils sont puissants, infiltrés, et ils surveillent toujours. Le fichier Hibiscus n'est pas qu'une vidéo, c'est un nom de code, un dossier que j'ai volé, un dossier qu'ils veulent récupérer, et si tu l'as, tu es en danger. Ne fais confiance à personne. Même ceux qui pleurent avec toi. Mamouna relit les mots encore et encore, elle a l'impression de lire un roman noir. Mais c'est la vérité. Sa vérité, son héritage. Elle regarde Yandé. Tu étais au courant de ça? Je n'avais que des morceaux, maintenant on a le puzzle. Elle passe la journée à lire les carnets. Dedans, des noms, des codes, des lieux. Un en particulier revient plusieurs fois. IFS, Anne Maristes. Mamouna le souligne. Tu connais cet endroit? Yandé hoche la tête. À l'Institut de la foi et de la solidarité. Un vieux centre fermé depuis des années. Mais il paraît que certaines personnes y entrent encore la nuit. À cet instant, Mamouna comprend. Elle n'est plus une femme trahie. Elle est la fille d'un homme qu'on a réduit au silence, porteuse d'un dossier que des gens sont prêts à tuer pour récupérer. Et maintenant, elle n'est plus seule. L'Institut des heures 11. La lune est haute, mais timide. Dakar dort à moitié. Entre les immeubles silencieux de Anne Mariste, un bâtiment oublié se dresse comme une cicatrice verticale. L'Institut de la foi et de la solidarité. Murs gris, portail rouillé, vitres cassées. Officiellement fermé depuis 2012. Officieusement, une rumeur vivante. On dit qu'il appartient à personne, mais que personne ne doit s'en approcher. Et ce soir, 2 femmes s'en approchent. Mamouna serre la main de Yandé, pas par peur, mais pour l'ancrer. Yandé ouvre le cadenas avec une pince préparée. Le métal cède dans un claquement sinistre. « Tu es sûr de toi ?» chuchote-t-elle.
Mamouna hoche la tête. Je ne veux plus vivre dans l'ignorance. L'intérieur est glacé. Poussière, humidité, une odeur de renfermé, de passé. Elles allument 2 lampes torches au mur, des cadres cassés, des slogans effacés à moitié, solidarité, mémoire, vérité. Un couloir, puis un escalier. Au sous-sol, une porte métallique. Fermée. Mais un câble USB sort par en dessous. Étrange. Yandé s'agenouille. Quelqu'un a été là récemment. Regarde. Elle passe le doigt sur une empreinte de chaussure encore fraîche. Ce n'est pas si abandonné que ça. Elle force la porte. À l'intérieur, une pièce remplie d'archives, dossiers numérotés, des boîtes en métal, des disques durs et un ordinateur, encore allumé. C'est un centre de stockage. Ils ont gardé tout ce qu'ils voulaient faire disparaître. Mamouna sent son cœur s'accélérer. Elle approche du bureau. Tape. Hibiscus. Un dossier apparaît. Crypté. Il faut un mot de passe. Yandé réfléchit. Et si ton père avait laissé une piste, un mot qu'il n'aurait jamais oublié? Mamouna ferme les yeux, puis tape doucement « Mamouna 1999 ». Le dossier s'ouvre. Ce qu'elle découvre est pire qu'elle ne l'avait imaginé. Des enregistrements, des vidéos de surveillance, des aveux filmés, des documents secrets où l'on parle d'expérimentation, de disparitions orchestrées, de réseaux de trafic humain maquillés sous des projets éducatifs ou spirituels. Et au centre, un nom apparaît plusieurs fois. Un nom connu, un homme d'affaires puissant, intouchable. Coordinateur financier, Mamouna lit à voix haute, Yandé blêmit. Ce monsieur Diop, c'est l'oncle d'Eliman, celui qui l'a introduit dans le monde des affaires. Un lien de plus, une trahison de plus. Eliman n'était pas juste un lâche, il était lié à tout ça. Un bruit, lointain, une porte claque, quelqu'un vient d'entrer dans le bâtiment. On doit partir, maintenant, souffle Yandé. Elle copie les fichiers sur une clé USB, éteigne tout, s'éclipse par une autre issue derrière la salle de stockage. Dans la ruelle haletante, couverte de sueur froide, elles se regardent. Elles ne sont plus les mêmes femmes qu'en entrant. Mamouna, tremblante mais droite, dit « Ils ont enterré mon père vivant, ils ont voulu m'enterrer avec lui, mais maintenant c'est moi qui tiens l'appel. » 2h43 du matin. L'appartement de Liberté 6 est plongé dans une semi-obscurité. Le ventilateur tourne lentement, comme pour ralentir le temps. Sur la table, la clé USB contenant les vérités volées. Autour d'elle, 2 femmes éveillées, épuisées, mais brûlantes d'une lucidité nouvelle. Yandé est assise, dos au mur, genoux remontés contre sa poitrine. Mamouna, elle, fixe le fichier sur l'écran de l'ordinateur, comme si elle cherchait à s'y fondre. « On a tout maintenant », dit Yandé d'une voix rauque. « Oui. Mais on n'a plus de vie. » Silence. Puis Mamouna se lève. Elle ouvre la fenêtre. L'air de la nuit lui fouette le visage. Dakar est calme. Mais elle sait que ce calme est une illusion. Si on envoie ça à la presse, on sera traqué, peut-être arrêté ou effacé. Si on se tait, ils continueront. Et un jour, ce sera la fille de quelqu'un d'autre ou leur fils. Le dilemme est clair. Rien n'est simple. Aucune issue n'est sans douleur. Yandé sort un petit sac, elle en retire une carte mémoire. J'ai tout copié en double au cas où. J'ai un contact, un journaliste, de ceux qui n'ont rien à perdre. Mamouna lève les yeux. Et toi, tu es prête à disparaître? Yandé sourit, triste. Je suis déjà un fantôme depuis longtemps. Soudain, le téléphone de Mamouna vibre, numéro inconnu. Elle décroche, méfiante. Une voix modifiée répond. Si vous pensez avoir gagné, c'est que vous ne comprenez rien. Ce dossier n'est qu'une page dans un livre que vous ne savez pas lire. Rendez-vous dans 48 heures, place de l'Indépendance. Seul, si vous parlez, c'est fini. Clic. Le silence derrière cet appel est plus bruyant que n'importe quel cri. Mamouna reste figée. Elle regarde Yandé. Ils savent, ils nous suivent depuis le début. Alors, elle se redresse. Quelque chose d'inédit dans son regard. Pas juste du courage, pas juste de la rage. Une foi féroce. Née de la trahison, nourrie par le silence, maintenant prête à exploser. On ne va pas les fuir. On va les forcer à sortir de l'ombre. Ils ont creusé notre tombe. On va en faire un podium. À l'aube, elles envoient les premiers extraits cryptés à un réseau de journalistes indépendants. Et elles se préparent. Non plus à fuir, mais à résister. 48 heures plus tard. Place de l'Indépendance. Cœur battant de Dakar, sous les néons bancals et les lampadaires aux reflets métalliques, tout semble normal. Des enfants courent après des pigeons,
des couples rien sous les arbres, des vendeurs ambulants crient les prix de leurs cacahuètes grillées. Mais pour Mamouna, ce n'est plus une place, c'est une arène. Elle est seule, sans Yandé. Elles ont décidé de se séparer. En cas d'arrestation, en cas de tir, en cas de mort, Mamouna porte un pagne sobre, un foulard noué bas et un petit sac cousu à la main. Dedans, une copie du dossier Hibiscus, une caméra espion et un téléphone crypté. 19h04, une voiture noire se gare lentement à 10 mètres, teintée, moteur ronronnant comme une bête endormie. Un homme en sort, costume sombre, chaussures brillantes, c'est lui. Diop, le financier, l'oncle d'Eliman, celui que son père surveillait, celui qu'elle croyait inaccessible. Il s'approche lentement, les mains en évidence. Il sourit, froidement. Tu as beaucoup de courage, trop. Mamouna ne bouge pas, elle enregistre tout. Je ne veux rien, pas d'argent, pas de compromis, juste que la vérité sorte. Il rit comme on rit devant une erreur d'enfant. Tu ne comprends pas, ce n'est pas une vérité, c'est un poison. Et toi, tu es un insecte qui a goûté aux mauvais fruits. Elle le fixe. Alors écrase-moi, en plein jour, devant tout le monde. Non, je vais t'effacer doucement, comme ton père, comme ta mère, comme tous ceux qui ont cru que la vérité suffisait. Il claque des doigts. 2 hommes apparaissent derrière elle, agents en civil, discrets, calmes, armés. Mamouna ferme les yeux une seconde, puis elle sourit. Vous arrivez trop tard, la vérité est déjà en route. Il fronce les sourcils, son téléphone vibre, il regarde l'écran, une notification. Dossier Hibiscus, publié. Son visage se décompose. Autour d'eux, plusieurs temps commencent à regarder leur téléphone. Un homme lit à haute voix « Révélation sur un réseau d'enlèvement orchestré depuis les années 90, le nom Monsieur Diop y apparaît, et celui de son neveu, et celui de plusieurs officiers encore en fonction. Des caméras de journalistes indépendants jaillissent de la foule. Yandé filme, à distance. Elle est là, planquée sous une capuche. Mamouna, elle, reste droite. Elle sait qu'elle vient de brûler tous les ponts. Mais elle a aussi ouvert une brèche. Monsieur Diop recule. Les 2 agents l'entourent, l'évacuent. Pas de balles, pas de cris, juste une défaite silencieuse. Mamouna regarde le ciel. Elle ne sourit pas, elle ne pleure pas, elle résiste. Cette nuit-là, son visage est partout sur les réseaux. Pas maquillée, pas préparée, pas parfaite, mais libre. 3 jours après la révélation. Dakar ne dort plus. Les radios locales enchaînent les débats, les réseaux sociaux bouillonnent, les chaînes de télé tournent en boucle autour du scandale Hibiscus. Le nom de Mamouna scène est partout. Son visage aussi. Certains l'appellent la fille de la vérité. D'autres disent qu'elle ment, qu'elle salit l'image du pays, qu'elle joue à la martyre. Mais elle reste cachée. Un petit appartement en étage à Derklé. Fenêtre voilée. Accès verrouillé. Garde improvisée. Yandé veille. Mamouna, elle, passe ses journées à relire les messages qu'elle reçoit. Des mères, des veuves, des anciens, des victimes oubliées. Chacun raconte un morceau de ce puzzle sale. Chaque message est un cri qu'on n'avait jamais écouté. Mais l'étau se resserre. Le procureur a annoncé une enquête contre la divulgation illégale de documents sensibles. La police tourne autour des proches. Un de ses anciens collègues de l'école a été interrogé pendant 4 heures. Sa tante a reçu une visite de routine. Yandé claque la table. Ils veulent inverser la vapeur. Fais-toi la criminelle. C'est ce qu'ils font toujours. Répond Mamouna, calme. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis le début, pas pour elle, pour ceux qui l'aiment. À l'aube, elle décide d'agir. Elle enregistre un message vidéo. Sobre. Pas de maquillage, pas de décor, juste elle et ses mots. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une fille qui a vu quelque chose qu'on voulait cacher. Et j'ai refusé de fermer les yeux. Ce que j'ai découvert ne m'appartient pas. Il vous appartient à tous. Alors, si on doit m'arrêter, qu'ils viennent. Mais sachez une chose, ce combat n'est plus le mien. C'est le vôtre. Elle publie la vidéo. En moins d'1 heure, 68 000 vues. En 2, plus de 300 000 partages. Les hashtags explosent. Justice pour Hibiscus. Dans les rues, on commence à dessiner son visage sur les murs. Les jeunes collent des autocollants avec une simple phrase « Tu n'as pas peur ? Alors marche avec elle ». Un mouvement est né. Et Mamouna, malgré les menaces, reprend la rue. Pas pour crier, mais pour marcher avec ceux qu'on a fait taire trop longtemps. 3 semaines après la révélation. Les rues sont pleines de slogans,
Des marches silencieuses dans plusieurs quartiers, des graffitis sur les façades des ministères. Une génération qui murmure un même mot. Mamouna. Mais en haut, là où les vitres sont fumées et les fauteuils en cuir, ils ne murmurent pas, ils préparent. Vendredi 5h du matin. Descente musclée. Pas un mandat, pas une explication. Des hommes en cagoule forcent la porte de l'appartement de Derkley. Yandé est plaqué au sol. Mamouna reçoit un coup de crosse dans les côtes. Ils embarquent les deux femmes, sac sur la tête, dans une voiture banalisée. Direction inconnue. Cellule froide, lumière blanche. Pas d'horloge. Une voix. Sans visage. On t'offre une chance, dis que c'est faux. Dis que tu as été manipulé, et tu sors, sinon... Mamouna saigne de la lèvre, mais elle regarde la caméra au plafond. Je suis prête. Tu ne comprends pas. Ils ne vont pas te tuer, ils vont te faire disparaître. Silence. Tant mieux. Qu'ils le fassent. Au moins cette fois, tout le monde regardera. Mais ils ne la tuent pas. Ils font pire. Ils nient son existence. Aucune convocation, aucun rapport, rien aux infos, comme si elle n'avait jamais été arrêtée. Mais dehors, le peuple commence à comprendre. Yandé est libérée au bout de 48 heures, le visage tuméfié, mais la voix intacte. Elle va devant les caméras. Et dit une seule phrase, « Si Mamouna n'existe pas, alors moi non plus. » Et nous sommes des milliers. Le pays bascule. Des lycéens sortent en masse, les syndicats d'enseignants rejoignent les marches, les médias étrangers commencent à filmer, un brasier silencieux monte, et dans l'ombre, un diplomate murmure à un ministre « Si elle disparaît vraiment, on aura des flammes dans toutes les capitales. » Dimanche, minuit. Il dépose Mamouna devant une mosquée, laisse son corps inconscient sur les marches, un mot accroché à son foulard. « Vous la vouliez ? Reprenez-la. » Mais ils ont fait une erreur. Ils pensaient briser un symbole. Ils ont fabriqué une légende vivante. À l'hôpital, son visage enflé, ses côtes fêlées, Mamouna murmure à Yandé, ils n'ont rien compris. Ce combat, ce n'est plus le mien. C'est celui de toutes celles qu'on n'a jamais écoutées. Je suis prête. Maintenant, on va jusqu'au bout. Un mois plus tard. Pas la même Dakar. Pas la même Dakar. Une ville où les murs parlent, où chaque ruelle a le nom d'une disparue, où les gens ne baissent plus les yeux. Et au centre de cette ville nouvelle, Mamouna. Son corps garde les traces, ses mains tremblent parfois, sa respiration est parfois douloureuse, mais son voix, elle, est devenue une arme. Le 4 juin, place de la Nation. Un podium a été dressé, pas par l'État, par le peuple, par ceux qu'elle a réveillés, une foule immense, des pancartes, des prières, des chants. Mamouna monte, silencieuse. Elle regarde la foule, elle voit des femmes en boubou, des hommes âgés, des étudiants, des enfants perchés sur les épaules de leur père. Et elle parle, pas comme une martyre, pas comme une héroïne, mais comme une survivante debout. Ce pays n'est pas malade, il a été volé, par ceux qui disent servir, par ceux qui cachent, par ceux qui vendent nos silences. Mon père a été effacé, ma mère a été enterrée dans l'oubli. Moi, on a tenté de me briser, mais je suis encore là, et je ne suis plus seul. On m'a arraché à ma vie, alors maintenant je me donne à la vôtre. Je ne veux pas de statut, je veux des écoles où les filles sont protégées, des rues où on peut marcher sans avoir peur. Je veux des hibiscus partout, pas en deuil, en feu. La foule répond par un cri, pas un slogan, un cri pur, celui qu'on retient depuis des générations, celui que même les morts entendent. Et ce jour-là, le pays commence à changer, pas dans les lois, mais dans les cœurs. Mamouna Sen ne cherche plus à se cacher. Elle enseigne, elle écrit, elle voyage dans les quartiers pour raconter son histoire. Et partout où elle passe, on plante un hibiscus rouge en mémoire de ceux qui ne sont jamais revenus. Et dans son carnet noir, devenu son symbole, elle écrit une seule phrase en dernière page. « Je n'ai pas survécu pour être écoutée. J'ai survécu pour que plus jamais on ait à crier pour exister. » Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuez l'aventure avec nous.